Les régimes alimentaires des animaux. Cette vidéo s'adresse tout particulièrement aux élèves de cycle 4 et plus précisément de 5e. Elle reprend des notions vues en SVT en 6e et en apporte de nouvelles. Nous avons vu en 6e que tous les organismes vivants sont des producteurs de matière. On a vu également que pour produire de la matière, les êtres vivants la prélèvent dans le milieu. Cette année, en 5e, lors du chapitre précédent, nous avons vu que les plantes fabriquent leur propre matière organique à partir de la matière minérale et de la lumière qu'elles prélèvent dans leur milieu. À présent, pour ce chapitre, nous allons nous concentrer sur les animaux. Donc, selon les différentes espèces d'animaux et de leur milieu de vie, les prélèvements de matière ne vont pas être les mêmes. Donc, comme les plantes, ils prélèvent du dioxygène dans l'air ou dans l'eau à l'aide d'organes spécialisés. Mais contrairement aux plantes, qui fabriquent directement leurs nutriments grâce à la lumière et la matière minérale, les animaux, eux, vont être dépendants d'une ou de plusieurs espèces pour leur nourriture. Et du coup, les aliments qu'ils prélèvent dépendent de leur régime alimentaire. Un régime alimentaire définit la façon dont un organisme peut se nourrir. Et le régime alimentaire a une influence prépondérante sur le comportement des animaux. Donc il va déterminer notamment le statut de prédateur ou de proie dans la chaîne alimentaire, comme l'exemple que nous voyons ici sur la vidéo. Certains animaux gardent le même régime alimentaire toute leur vie, alors que d'autres espèces animales ont des régimes alimentaires différents à l'état de larve ou de jeune adulte et à l'état d'adulte. C'est le cas par exemple entre le tétard et la grenouille, où la grenouille adulte est carnivore alors que le tétard, lui, ne mange que des végétaux. Et le fait d'être spécialisé dans une source de nourriture bien précise est directement lié à l'évolution de nombreuses structures anatomiques chez les animaux. La particularité de la bouche, par exemple, des dents, la présence de griffes ou l'organisation de l'estomac, la longueur de l'intestin, etc., ou la denture des vertébrés notamment, c'est caractéristique de leur régime alimentaire. Donc généralement, lorsque l'on regarde à la fois le milieu de vie d'un animal et en plus les structures anatomiques de cet animal, on peut, à quelques exceptions près, reconstituer son régime alimentaire. À présent, pour que ce soit un petit peu plus clair et pour illustrer tout ça, on va se concentrer sur 5 groupes différents et on va regarder leur prélèvement de matière. Donc on va voir les étoiles de mer, les baleines, les papillons, les pangolins et les hippocampes. Pour ces 5 groupes d'animaux, on va regarder les milieux de vie, le régime alimentaire, les structures particulières adaptées à ce régime alimentaire, le mode de respiration et les organes respiratoires. Alors on va commencer par les étoiles de mer qui sont des organismes marins et qui vivent donc au fond des océans. Les étoiles de mer, il y en a de toutes sortes et on va se concentrer sur une en particulier qui s'appelle le soleil de mer et son nom scientifique c'est Pycnopodia heliantoides. Donc cette étoile de mer est un petit peu particulière puisqu'elle a 18 bras et qu'elle se déplace extrêmement vite. Pour ce qui est du mode de respiration, les étoiles de mer absorbent le dioxygène de l'eau. Et comme organe respiratoire, elles possèdent des petites papules respiratoires, c'est-à-dire des sortes de branchies qui sont dans la peau. Alors, pour le régime alimentaire des étoiles de mer, donc globalement, elles sont omnivores, c'est-à-dire qu'elles mangent de tout, à tendance carnivore, c'est-à-dire qu'elles vont préférer des proies, donc des petits animaux. Donc les étoiles de mer sont des prédateurs. Alors leur particularité pour ce régime alimentaire, c'est qu'elles possèdent 2 estomacs et certaines étoiles de mer ont la capacité de sortir un des 2 estomacs pour pouvoir digérer directement leur proie à l'extérieur. Donc l'avantage, c'est qu'elles vont pouvoir manger des proies qui sont parfois plus grosses qu'elles. Certaines ont même la capacité d'ouvrir des coquilles des mollusques et d'introduire donc leur estomac à l'intérieur de cette coquille. Passons à présent aux papillons. Donc les papillons, leur environnement est terrestre, du coup comme ils se déplacent dans l'air, ils absorbent le dioxygène de l'air et comme organe respiratoire, ils possèdent des trachées, comme d'ailleurs tous les insectes.
Donc pour leur régime alimentaire, il convient de séparer les larves des adultes puisqu'ils ne mangent pas la même chose. Donc les larves des papillons, ce sont les chenilles, et les chenilles se nourrissent essentiellement de feuilles. On dit qu'elles sont folivores. La majorité des papillons adultes, eux, se nourrissent de nectar des fleurs, donc on dit qu'ils sont nectarivores. Donc pour cela, les papillons adultes ont une trompe enroulée en spirale qui va leur permettre d'aspirer le nectar. Passons à présent aux baleines. Donc pour l'environnement des baleines, c'est en haute mer et près des côtes. Les baleines absorbent le dioxygène de l'air même si elles vivent dans l'eau, puisque ce sont des mammifères marins. Et donc leur organe respiratoire, ce sont des poumons. Alors pour ce qui est du régime alimentaire, certaines baleines se nourrissent de plancton et principalement de krill, ce sont des tout petits crustacés. Elles sont dites planctonivores. D'autres se nourrissent de poissons tels que des maquereaux, des harengs, des sardines, des anchois, des éperlans, etc. Et elles sont donc dites piscivores. Donc pour cela, les baleines possèdent des fanons qui sont fixés à la mâchoire supérieure. Donc ceux-ci sont en fait composés de lames cornées et de poils qui permettent de filtrer l'eau et de garder la nourriture. Il existe plusieurs groupes de baleines qui ont toutes des techniques différentes pour se nourrir. Donc celle que vous voyez ici, c'est une engouffreuse ou avaleuse. Et sa technique à elle, ça va être de garder la gueule ouverte, d'avancer comme ça vers un banc de plancton, et ça va lui permettre de gonfler ses sillons ventraux, c'est-à-dire de créer une large poche avec énormément d'eau. Et ensuite, elle n'a plus qu'à fermer sa gueule et évacuer l'eau, de manière à ce que la nourriture soit retenue par les fanons. Passons à présent aux hippocampes. Donc les hippocampes, ce sont des poissons, ils vivent donc dans l'eau. Donc c'est assez étonnant parce qu'ils ont une anatomie qui s'éloigne de la plupart des poissons, avec un cou et une tête qui ressemblent à ceux d'un cheval, un corps enfermé dans une espèce de cuirasse comme ceux des insectes, une queue préhensile comme ceux des singes, les yeux orientables comme ceux des caméléons, et enfin une poche ventrale qui ressemble à celle des kangourous. Il n'empêche que ce sont bien des poissons avec des branchies en forme de houppe qui leur permettent de respirer le dioxygène de l'eau. Et pour ce qui est de la nourriture, alors les hippocampes, eux, ils se nourrissent de petits crustacés. On dit donc qu'ils sont crustacivores. Et pour cela, ils possèdent une bouche en forme de tube qu'ils vont en fait utiliser comme une paille. Ce museau en forme de pipette ne possède pas de dents, ce qui va du coup obliger les hippocampes à aspirer des toutes petites proies. Et finalement, leur recherche de nourriture va occuper une place importante dans la vie des hippocampes qui vont devoir être très méticuleux lors de leurs opérations de pipetage. Voyons à présent les pangolins. Alors les pangolins, ce sont des animaux qui vivent généralement dans les forêts et les savanes des régions tropicales et équatoriales. Les pangolins absorbent le dioxygène de l'air et comme organe respiratoire, ils ont donc des poumons. Pour ce qui est de leur nutrition, ils se nourrissent essentiellement d'insectes, des petites fourmis, des termites, ils sont donc dits insectivores. Le pangolin a un corps qui mesure entre 30 et 80 cm, jusqu'à 1,50 m pour les pangolins géants, et une langue qui peut atteindre les 40 cm de long. L'animal, il n'a pas de dents, il n'a pas la capacité de mâcher, donc pour se nourrir, il va glisser sa langue gluante dans les galeries étroites des fourmis et des termites, et les fourmis et les termites vont venir se coller à sa langue. Et il possède des longues griffes qui vont lui permettre de gratter le sol et détruire notamment les fourmilières. Voilà, je rajouterai que le pangolin est chassé pour sa viande particulièrement appréciée en Chine et au Vietnam, et aussi pour ses écailles. Ces dernières sont utilisées pour confectionner des remèdes, notamment pour guérir les maux de tête et servir également d'aphrodisiaque. Donc sur les 8 espèces, 2 sont classées en voie de disparition, 2 en danger et 4 sont considérées comme vulnérables. Donc c'est en fait le mammifère le plus braconné du monde et il a diminué de près de 90% sa population entre 1960 et 2004 en Chine. Donc c'est une espèce qu'il faut absolument protéger. Voilà, nous avons terminé pour les prélèvements de matière chez les animaux et merci à la chaîne National Geographic Wild à qui j'ai emprunté tous ces petits extraits de vidéos.